Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre émission sociétale. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous parlerons des vacances, mais des vacances sous le coronavirus, parce que oui, on le sait, face à la montée du nombre de décès liés au coronavirus dans le monde, on peut le dire sans se tromper, le continent africain est le continent le moins touché. Mais encore, pour contenir le virus, certains pays africains ont décidé de maintenir les espaces et lieux publics fermés. Pour ceux qui ont décidé de rouvrir certains espaces, c'est avec des conditions bien définies, et pour d'autres qui n'ont pas rouvert, la clé a été mise sous le paillasson. Comment passer ces vacances sous cette ère du coronavirus? Pour en parler avec moi, j'ai trois invités. À ma droite, Ndjikami Kounou Calvin, vous êtes commissaire provincial adjoint chargé du patrimoine de l'Association des scouts catholiques du Gabon, filiale de la province de l'Estuaire. Oui, exactement. Bonsoir. Bonsoir. Et à ma gauche, Monsieur B-Boy Datch, vous êtes quant à vous leader de la communauté Bouink Dance du Gabon. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Et en ligne, nous avons Madame Karima Grant, CEO de la structure Cœur Imagination. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. D'entrée de jeu, on va le dire, les vacances constituent une période de grande activité pour le secteur de la culture. Vous êtes de l'association Scout. Comment cela se passe chez vous? Merci déjà de m'avoir accordé la grâce de venir assister à cette émission, à ce plateau. Déjà que Dieu vous bénisse pour ça. Bon, nous les scouts, c'est vrai que pendant la pandémie, c'est quelque chose de difficile, vraiment difficile auquel que tout est bloqué déjà, tout est vraiment bloqué parce que nous ne pouvons plus rien faire. Nos jeunes sont confinés chez eux et nous-mêmes les responsables, nous sommes à la maison, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais juste quand même rappeler que le mouvement scout, c'est un mouvement éducatif pour les jeunes. Il vise beaucoup plus à développer les potentiels du jeune, c'est-à-dire développer dans tout son sens le jeune à travers, dans tous les domaines de croissance, domaines physique, intellectuel, social, spirituel et même culturel. Le mouvement scout vient donner la possibilité aux jeunes de devenir demain des bons citoyens, heureux, actifs et utiles pour la société. Le mouvement scout nous apporte aussi du savoir-faire et du savoir-être. Mais vivement à chaud comme ça avec cette pandémie qui vient frapper vivement notre continent comme notre pays, le Gabon, et que notre instance supérieure, à savoir nos dirigeants, qui ont pris une décision drastique, celui de protéger la population, de confiner tout le monde, de bloquer tout. Vraiment, côté scout, tout est quasiment bloqué, on ne peut rien faire. Et vos activités, généralement, elles tournent autour de quoi? Bon, nos activités, elles tournent autour de plusieurs choses, déjà. Des camps, des sorties. Un exemple, durant l'année, nous avons eu une activité avec le ministère de la Forêt. Nous avons pu organiser une activité dénommée la protection des tortues de mer. Nous avons organisé avec ce ministère. De plus, nous avons aussi participé au nettoyage des plages. De plus, nous avons aussi organisé un camp dénommé BIPI, c'est-à-dire chaque année, chaque 22 février, nous commémorons la date de l'anniversaire de notre fondateur Baden-Powell. Nous avons organisé un camp sur la route du Cap et ça s'est bien passé. Mais hélas, hormis cela, nous avons encore d'autres activités, mais la maladie est venue tout bloquer. Mais principalement, vos activités pendant les vacances, elles tournent autour de quoi? Parce qu'on va dire, c'est depuis mars, par exemple, c'est depuis mars que les jeunes sont confinés à la maison. De mars à maintenant, nous sommes fin juillet, début août. En principe, l'essentiel de vos activités, je pense, l'essentiel de vos activités se font pendant la période estivale. Effectivement, la grande marge de nos activités se passe pendant la période des vacances. Mais présentement, comme je disais au départ, tout est bloqué et on se fie déjà rien que par les réseaux sociaux pour organiser nos réunions, pour essayer de planifier. On ose croire que dans le mois de août à venir, le gouvernement va essayer un peu de rabaisser un peu, encore moins de diminuer un peu la manière qu'ils ont serré
pour essayer de donner nous donner la possibilité de pouvoir organiser nos activités parce que les jeunes ont besoin de ces activités pour vouloir s'épanouir. Nous sommes en période de vacances. Si tout est bloqué, les jeunes sont bloqués, sont confinés chez eux, c'est vrai que c'est pas un mal en soi. C'est quelque chose de bien, mais au fond, un jeune qui passe tout son temps resté à la maison, il est livré à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on connaît des choses qui peuvent impacter négativement la jeunesse. Oui, sur ce volet, nous y reviendrons, mais il faut dire que vous, les scouts, vous faites partie d'une organisation, donc on va dire le domaine religieux. Sachant qu'en ce moment, on n'officie pas de messe pour parler de l'église catholique. Donc vous êtes affilié à l'église, donc qui dit pas d'église, en même temps, pas de mouvement de scoutisme. Effectivement, nous les scouts, comme je disais, c'est l'association des scouts et catholiques du Gabon. Donc un terroir catholique, c'est-à-dire que nous sommes dans une église. Et nos différents jeunes sont répartis dans chaque paroisse, qui sont précisément à l'estuaire, dans chaque paroisse. Et on remarque qu'à ce moment, les paroisses sont quasiment fermées. Et qui dit fermé dit pas d'activité. C'est-à-dire même y compris pour les scouts, on ne peut pas initier une activité avec les jeunes parce que pour que les jeunes sortent de la paroisse, il faut qu'ils puissent avoir l'autorisation des curés ou bien des vicaires. Mais si déjà ces derniers n'ont pas la possibilité de pouvoir célébrer des messes, ce n'est pas à nous, les scouts, de vouloir organiser des activités derrière leur dos. Ça ne peut pas. C'est vraiment inconcevable et c'est vraiment pas quasiment impossible. D'accord, nous y reviendrons sur vos différentes activités pendant la période de vacances. Je m'adresse à vous, B-Boy Dad. Vous êtes actuel champion de breakdance au Gabon. Votre activité se résume dans le domaine du spectacle. En cette période de coronavirus, qui dit coronavirus dit vacances sous le coronavirus, vous, comment vous le vivez? Bon, déjà que vous venez la peine d'évoquer, nous on est dans le domaine du festival, tout ce qui est fête et cérémonie, donc tout ce qui est regroupement. Déjà qu'on est privé de ça, ce qui fait que, en général, pas seulement du côté des artistes danseurs, dans le domaine artistique, donc tous les artistes qui existent dans le monde, peu importe son domaine, c'est difficile, très difficile. C'est-à-dire que pour des personnes un peu dire comme moi, je vis de ça. D'accord. Je vis de ça et en cette période, depuis mars, j'arrive pas à faire des scènes, je fais pas de prestations, je fais pas de voyage. Donc c'est vraiment off, comme on dit. Tout est fermé. Donc on se demande comment faire pour vivre. Donc présentement, c'est très difficile. Ouais, c'est difficile. C'est tellement difficile de en parler. Oui, bien sûr, nous sommes là pour en parler. Vous avez participé au One, donc au One Dance, un projet qui a été mis en place pour soutenir le secteur de la culture qui est fortement impacté par le coronavirus, mais également pour essayer, à travers cette initiative, de sensibiliser sur la Covid-19. Plusieurs initiatives comme ça qui viennent peut-être un peu redonner de la force à votre secteur. Ça donne de l'espoir, oui. Ça fait vivre. Ouais, ça fait vrai. Le One m'a permis de pouvoir rester concentré, motivé et à y croire que tout ira bien parce que on a eu comme pour slogan Together as One, tous ensemble. Donc j'ai gardé ça en esprit et en mémoire et puis voilà, je me dis que ça va aller demain. Et de l'autre côté, nous avons Madame Karima Grant, CEO de la structure Cœur Imagination. Bonjour, ça va? Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. On entend mes deux frères là-bas. Oui. Je compatis avec eux parce que je pense que même si l'Afrique est le moins touchée, de quelque sorte, tous nos secteurs, surtout les secteurs de jeunesse, les secteurs de art et culture, ce sont des secteurs qui n'étaient pas trop structurés. De quelque sorte, une pandémie comme Corona a nous montré toutes les faiblesses, tout ce qui est vulnérable en fait. Et de votre côté, du côté de votre structure, comment cela se passe? Vous êtes situé à Dakar au Sénégal. Comment de votre côté vous vivez ces vacances sous le coronavirus?
Malheureusement, on ne vivait pas. Mais je pense que ce que mes deux frères ont dit, c'est la réalité pour nous. Nous sommes fermés depuis le 15 mars. Jusqu'à arrivant en mai, nous avons décidé de fermer définitivement nos portes parce qu'on avait le choix d'attendre que les choses vont améliorer ou de continuer de payer les salaires de l'équipe, de les gens qui travaillent là-bas. Nous avons décidé de fermer jusqu'au nouvel ordre, jusqu'on sait qu'on va avoir une autorisation. Je trouve que c'est dur de tous les côtés parce que c'est dur pour les parents, c'est hyper dur pour les enfants parce que ça c'est quelque chose qui était arrivé un jour à lendemain. C'est encore plus dur pour les écoles, en particulier les crèches, parce qu'il n'y a aucune mention de quoi faire, il n'y a aucune indication. Nous attendons toujours de voir qu'est-ce qui est possible. Le langage de qu'est-ce qui est permissible, qu'est-ce qui est permissible, souvent c'est très vague. Et il n'y a pas assez de concertation, je pense, avec les acteurs de secteur. Parce qu'encore, c'est un secteur assez vulnérable. Quand on parle de quoi faire avec nos jeunesses, l'Afrique est en train de s'organiser, mais partout dans le continent, nous n'avons pas encore assez de puissance de voir comment on va confronter tous les dégâts que le Covid est en train de nous mener. On peut également parler de manque de soutien. Oui, je trouve que d'abord, de quelque sorte, je pense qu'on est presque invisible. Parce que pour beaucoup de gens, on pense que pour les enfants, l'école suffit. Les gouvernements, chaque gouvernement africain a donné leurs ordres, quelles écoles vont être fermées. Ici au Sénégal, c'est les classes d'examen qui sont ouvertes. Mais pour le secteur de la petite enfance, ça c'est un secteur que nous sommes très, très actifs dedans. Notre centre, 50-60% de nos activités sont pour des enfants de 0 à 5 ans. Il n'y a aucune discussion, aucune idée. Déjà, on sent qu'on est invisible. Deuxièmement, quand le secteur n'est pas adressé, on note voir quand les parents sont pas donnés des repères, parce que par exemple pour beaucoup de parents ils ne savent pas faire. Ils nous téléphonent, bon, vous avez des activités pour les vacances, oui, vous pouvez les faire ça, il faut juste faire ça avec un nombre d'enfants restreint, mais ça devient très compliqué et très lourd. Et comme vous disiez, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas quelque chose qui dise forcément voilà, on va vous accompagner. Et je pense que subventions et aides financières sont très importants. D'accord. Mais communication est beaucoup plus importante. Et s'il y avait une communication qui disait voilà comme ça que vous gérez une structure pour les enfants pendant ces périodes, s'il y avait plus de communication qui disait voilà pour les camps de vacances, pour les colonies, pour toutes les activités, voilà faire ça dans la sécurité, voilà nos consignes. Mais on n'a aucune façon. Sur même des secteurs, je pense que mes deux frères vont dire, on est très créatifs, on peut trouver des solutions. Mais actuellement, on ne sait même pas quel pied à remonter parce qu'on ne sait pas, Est-ce que c'est même pas clair pour nous? On a des autres pays, des références dans le monde. Est-ce que ces enfants attrapent le virus? Qu'est-ce que le virus fait à les enfants? On sait que les enfants, même s'ils ne souffrent pas autant que les adultes, on sait qu'il peut transférer le virus. Tout ça, c'est pas encore clair. Il n'y a pas une communication claire sur comment prendre des décisions, comment évaluer les risques, pour un programme. Pour nous, je pense que la moitié de nos chiffres d'affaires venaient des programmes de l'été. Et actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons des parents que jusqu'à aujourd'hui nous téléphonent en disant « Mais vous allez ouvrir quand ?» J'ai besoin de faire telle chose avec mes enfants, alors que vous comprenez que même les parents ne savent pas quoi faire. Et on peut comprendre, parce que rester les enfants à la maison, je pense que mon frère, qui fait partie de l'Escout, il a dit, la maison, c'est pas parce que les enfants sont à la maison que c'est un endroit qui est sûr pour nos enfants.
Vous êtes d'accord avec Madame Karima? Bien sûr. La maison n'est pas forcément un lieu adéquat pour la protection des enfants en période de vacances. En période de vacances, certes que la maison est là pour que l'enfant puisse venir dormir, mais l'enfant a besoin aussi de s'épargner autrement. La manière dont ça c'est pas chez lui, mais il a aussi besoin de découvrir d'autres choses. Un exemple, chez nous les scouts, toute activité chez les scouts se passe en plein air. D'accord. En plein air, c'est-à-dire dans des lieux autres que la maison. Donc l'enfant a besoin de découvrir ces différents lieux pour essayer de s'épanouir, essayer de se mouvoir. Mais s'il faut que le confinement se confine et pendant la période scolaire et pendant les vacances, vraiment ça étouffe. C'est étouffant. L'enfant sera vraiment buté et il pourra se livrer à n'importe quelle activité. Libaïdaj, Oui. et de votre côté, comment ça se passe? Je rejoins ce que mon confrère est en train de dire. C'est vrai que c'est la jeunesse rester à la maison pendant tout. On peut dire que bientôt ça va nous prendre un an. Hein. Effectivement. C'est depuis mars. C'est depuis mars, mais si ça fait que continuer là. Donc vraiment, on ne sait pas quand ça va finir. Donc c'est vraiment fatigant. C'est fatigant, c'est étouffant. Et c'est comme il disait, ça livre l'enfant à se lancer dans des choses. On ne sait pas, on ne sait jamais. Voilà. Donc chez nous. Comme disait notre grande sœur là-bas, on est créatif. Ce n'est pas les idées qui nous manquent pour pouvoir faire des choses. Ouais. Ce n'est pas les idées qui nous manquent pour créer. C'est juste que, c'est comme elle disait, on n'a pas l'information qu'il faut. Nous n'avons pas ça, on ne peut pas évaluer des choses sur comment, quel risque si on se met à tel nombre ou en faisant telle chose, on peut contracter le virus. Donc voilà. Donc nous restons sceptiques. Hein, nous restons sceptiques sur le fait que c'est difficile déjà pour nous et comment est-ce qu'on va faire pour payer nos loyers si on reste confiné pendant si longtemps et si on arrive en décembre et si on arrive en janvier, toujours dans le même mode de confinement. Comment est-ce qu'on fait pour vivre, sachant que c'est difficile actuellement. Et à côté de ça, vous le disiez, en off, vous vous rendez dans des provinces du Gabon pour pouvoir dispenser des cours, des cours de danse à la jeunesse pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer des cours de danse. Donc même ça, tout est mis en stand-by. Tout est mis en stand-by, c'est-à-dire que tout ça, là, ça fait partie de nos activités. C'est-à-dire que nous, en tant que danseurs, on a des catégories aussi. Donc à mon niveau, je suis professeur. Donc j'enseigne un petit peu partout. Donc c'est vrai que je n'ai pas encore ma structure, mais je peux enseigner. J'ai donné des cours à Vedin Studio, j'ai donné des cours à l'université Omar Bongo. Donc vous voyez, j'ai donné des cours à l'extérieur aussi. Donc je sais ce que ça fait d'être en province sans quelqu'un pour apprendre. Donc moi je me suis donné ce combat-là et dire que tiens, je vais aider la jeunesse en allant vers eux. C'est-à-dire que c'est moi qui paye mon billet parce que je ne suis pas subventionné, je n'ai personne qui m'aide. Je paye mon billet, mon trajet. Si je veux aller par exemple à Port-Gentil ou bien si je veux aller à Mula et tout, je suis tout seul, donc je ne suis pas accompagné. Donc déjà là c'est difficile. Je le faisais quand on était en liberté. C'est-à-dire quand j'étais capable de faire mes scènes, mes battles ou encore des prestations. Donc c'est ça. Donc avec cet argent, je me dis, tiens, je peux aider mon frère qui est là-bas à Mula parce que je vois les activités à travers des réseaux sociaux. Donc j'ai dit, là-bas, il y a du talent, mais il manque un suivi. Il manque quelqu'un pour les orienter. Donc c'est sur cette base-là que moi, je m'engage à pouvoir aller vers ces jeunes. Mais dans cette situation, donc, dans ce confinement, comment faire? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est dur, c'est fermé. Madame Karima Grande, je me retourne vers vous. Mais est-ce qu'en ce moment, on peut parler de mesures de réouverture? Je pense qu'on peut, mais encore, sur quel terme? Par exemple, ici au Sénégal, même si nous avons réagi très tôt, assez vite, et quand même, je pense que on n'était pas, quand on voit les pays d'Occident par rapport à nos pays ici, il y a certainement une grande différence dans nos réactions, nos réponses, mais on n'a pas encore des informations pour savoir sur quel terme. On a toujours le virus qui est en train de justement, les cas des infections montent chaque jour. So, quand on parle d'ouverture, c'est sur quelles conditions? On a
tout le monde dit qu'il faut vivre avec le virus. Et je comprends ce qu'on veut dire par ça. J'ai beaucoup de respect parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérité dans cette idée, mais ce n'est pas une proscription. Vous voyez, c'est pas comment vivre avec le virus. So, chacun prend, son façon de vivre avec le virus, mais est-ce que ça veut dire que le virus, ça continue de faire monter les différents cas des infections? Et puis, comment on va faire? Parce que l'impact, c'est que le plus que les cas des infections montent, le plus que c'est pas sûr pour envoyer les enfants à l'école. Le plus qu'il n'est pas sûr pour les enfants d'envoyer les enfants à l'école, comment on peut imaginer une période post-Covid? Une autre chose que je pense que mes frères sont en train de dire qu'on ne parle pas assez ici en Afrique, en tout cas, c'est l'impact socio-affectif sur nos santé mentale. Parce que le fait que les enfants ne sont pas avec leurs camarades, leurs pères, leurs amis à l'école, c'est comme on ne voit pas quel impact ça a sur l'enfant. L'enfant ne peut pas être entouré par un adulte 24 heures sur 24. Ce n'est pas bon pour sa santé ni son développement. Tout à fait. Pour les jeunes en particulier, j'entends mon frère, mais pour les jeunes, il y a un impact direct sur leur confiance, sur leur estime en soi, d'être coupé d'une activité un jour à lendemain. Tout ça, ce sont des compétences que nos jeunes ont besoin pour construire nos sociétés, construire nos sociétés pour demain. So, de quelque sorte, quand on parle d'une période post-Covid, mais comment on va soigner ou parler d'abord et soigner tous les traumatismes qui est issu de cette période. On sait aussi, il faut dire la vérité, que le cas de abus contre les enfants, la violence contre les enfants, la violence contre les femmes, c'est en train d'augmenter, tu vois, parce que justement, le stress que les parents vivent, le stress que les gens vivent pendant ces pandémies, les réactions, c'est toujours, on sent les réactions plus sur les couches de société les plus vulnérables. Et ça, c'est les enfants et les jeunes. Ça, on peut considérer comme étant le manque d'activité lié au coronavirus, les conséquences que ce manque d'activité peut avoir tant sur les jeunes que sur les parents. Bien sûr. Oui, mais je trouve que les parents sont vraiment, ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas un jour que je ne suis pas au téléphone avec un parent qui me demande quoi faire. Vous ne pouvez pas me faire quelque chose. Ils sont en train d'être très créatifs, en chercher des solutions. Non. Mais à la fin de journée, c'est qu'il n'y a rien qui est organisé pour eux. Il n'y a même pas un discours à organiser. Sauf, par exemple, les parents, je donne un cas très, très pratique. Un de les services qu'on faisait à Cœur Imagination, c'était un genre de garderie, une crèche. On est fermé depuis mars, mais qu'est-ce que les femmes font pour aller au travail? Beaucoup ont retourné au travail, mais qui garde les enfants? Qui garde ces enfants qui sont entre 0 et 5 ans? Les préscolaires sont fermés, mais quel impact économique on est en train de parler? Et tout ça n'est pas une discussion à haute voix, tout ça, c'est pas une discussion où même les femmes ont le droit de s'exprimer, de quel impact il y en a. J'ai eu une parent l'autre jour qui m'a dit que son enfant a cassé son bras parce qu'il était resté à la maison avec une domestique et ils ont rentré, ils ont trouvé que les bras étaient cassés d'un enfant de 3 ans. Et il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. So, il faut que, de quelque sorte, qu'on comprenne qu'est-ce qui est l'impact. Il n'y a pas seulement un impact en termes de maladie. On ne souhaite jamais que personne soit infecté. Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a des autres choses qui vont ralentir le développement économique de nos pays. Parce que les secteurs qui sont les plus importants pour notre développement économique, les secteurs des éducations, les investissements dans les jeunes, tous ces projets communautaires, tout ça sont arrêtés. Sur un projet comme Cœur Imagination, on peut dire, bon, c'est une anecdote, c'est une structure qui est fermée, mais si on ne voit pas quel est l'impact de nous qui sont fermés dans nos communautés que nous avons servies, si on ne voit pas qu'est-ce qui est l'impact que le fait que les scouts sont fermés pendant 2 mois, si on ne voit pas que même ces acteurs, ces jeunes acteurs économiques, qui sont déjà dans une situation, les danseuses ici, qu'ils sont fermés pour 5 mois sans une façon de vivre,
Mais ça, c'est quelque chose qu'on va vivre avec pour les prochains 10 ans, même si le virus part. Donc, je pense que de quelque sorte, il faut qu'on soit très, très... et c'est pour ça qu'on vous remercie, parce qu'il y a peu de endroits où on peut parler de ça. Ce n'est pas seulement que les vacances sont fermées, c'est pas seulement que les enfants sont en train de nous fatiguer. J'ai 4 enfants chez moi, donc je connais un peu. Mais c'est aussi qu'on est dans des situations qui ont un impact long terme et nous ne sommes pas en train de parler de tout, de qu'est-ce qui va être l'impact. Là, je m'adresse à mes invités sur le plateau. Vous êtes d'accord avec Madame Karima qu'il y aura des conséquences à long terme, même après la pandémie? Effectivement, moi je suis vraiment d'accord avec ce que disait notre grande sœur. Vraiment, il va y avoir des impacts négatifs, même après Corona. Donc, il serait judicieux que nos dirigeants puissent déjà penser qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a ce genre de situation. C'est-à-dire, par exemple, nous, les scouts, on a besoin des vacances pour organiser notre activité. Nous avons un programme d'activité bien régi. Certes que nous l'avons débuté à le réaliser pendant le début de l'année, mais la pandémie est venue complètement tout bloquer. Mais ce programme d'activité, on va le terminer quand? Il faut bien qu'on le termine pour évaluer l'année. Mais présentement, on est bloqué. Tout est bloqué et notre jeunesse que nous accordons. Juste encore le fait que notre grande sœur disait ceci, que lorsque nos enfants restent à la maison, elle donne un exemple qu'elle arrivait, une maman arrivait dans sa maison, elle a trouvé l'enfant le bras cassé à 3 ans. Mais elle se pose la question, comment le bras s'est cassé? Mais parce que l'enfant était oisif, il était là, il ne savait pas quoi faire, il jouait des jeux dangereux, le bras s'est cassé. Alors que les groupes et mouvements sont là pour venir aider les parents, dans ce sens que si le papa, maman sont occupés, le groupe vient pallier au vide que laissent les parents à la maison. Donc à aider les enfants à se mouvoir, à leur encadrer, à leur éduquer, dans ce sens. Vraiment que l'État essaie de réfléchir dans ce sens. D'accord, pour l'instant nous allons aller retrouver d'autres jeunes qui sont du côté de Yaoundé au Cameroun, qui nous disent en quelque sorte leur peine, eux, ces élèves, ces jeunes qui sont depuis mars à la maison et jusqu'à présent, ils sont animés d'une envie de reprendre le chemin, soit de reprendre le chemin des classes, soit d'avoir d'autres activités pour essayer de se changer un peu d'air. Ils sont au micro de Carole Guisson, notre correspondante depuis Yaoundé. Libérés des salles de classe depuis le mois de mars, les élèves du Cameroun commencent à être rongés par la routine. C'est trop long, ça me rend déjà fou. Ça me rend même déjà fou parce que ce n'est pas le rythme que j'avais d'habitude. C'est un rythme que j'ai adapté avec la situation. Nous sommes bien fatigués. On a fait plus de 3 mois de vacances. Donc ça nous épuise et ça nous réduit le mental même à l'école. On va recommencer les cours point zéro. Tous les jours, nous sommes sur WhatsApp, Facebook, mais on veut vraiment l'école, ça nous manque énormément. Pour agrémenter un peu leur journée qualifiée d'interminable, ces jeunes se livrent à diverses distractions. Ici, aux annexes du stade omnisport de Yaoundé, plusieurs activités leur sont offertes. De la gymnastique, du football, de l'athlétisme et du roller, distraction de luxe, très prisée par ici. Je me réveille, je fais le ménage à la maison, j'aide mes parents et le soir, comme c'est, je viens m'amuser avec mes amis. Bon, je ne fais pas vraiment grand-chose. Je me lève, je fais mes travaux. Ensuite, à 15h, je dis au revoir à ma mère. Ensuite, je viens ici. Le roller est l'un des nouveaux sports qui est plus attrayant au niveau même à l'échelle mondiale, qui attire beaucoup plus d'athlètes. Pourquoi? Parce que ça a plusieurs avantages. De un, c'est un sport complet qui développe aussi les qualités psychiques et physiques. Parmi tous ces jeunes, il y en a qui, comme chaque année, suivent des cours de vacances, un passage indispensable, davantage cette année où le coronavirus les a brusquement éloignés des salles de classe. C'est le cas de cet établissement qui dispense depuis le 1er juin des cours de soutien pour aider les élèves en classe d'examen à se préparer, tel qu'instruit par le gouvernement. Quand les élèves de 3e ou de 1er revenaient en juin, après le confinement, dès qu'ils sont arrivés, on a commencé lundi, le 1er mercredi, j'ai fait
passer l'évaluation qui était prévue comme 5e évaluation. Même ceux qui avaient 13 de moyenne ne parvenaient pas à avoir 9. Alors que j'ai même fait les cours, les travaux dirigés en ligne. Mais je vous dis, c'était difficile. Il y en a qui pleuraient devant l'épreuve. L'établissement a également prêté ses salles de classe aux particuliers qui ont voulu faire des cours de remise à niveau aux élèves des classes intermédiaires non concernés par les examens. Ça va faire presque 6 mois avant la reprise des cours, en octobre. Lorsque on est profane, on ne maîtrise pas l'impact. Mais nous qui sommes là, un élève de 4e a de la peine à vous écrire encore la date en anglais. Oui, je dis bien la date en anglais, il ne parvient plus parce qu'on a passé tout son temps à jouer, la télé est libre et tout. En termes de cours tels que je vois l'organisation, on va uniquement avec les matières de base. C'est pas pour négliger les autres matières, moi je suis historien, mais c'est pour vous dire que même l'histoire on écrit en français. Les mathématiques, on vous explique et on écrit, il y a le français, il y a l'anglais et autres. Donc, dès lors qu'on a perdu tous ces réflexes qui vous permettent de comprendre, vous ne parvenez pas à lire, vous n'allez pas comprendre. Il faudrait donc que pendant un mois, avant que les classes ne reprennent normalement, nous l'espérons bien que ce malheureux virus va nous laisser, il faudrait que les enfants reprennent avec un certain niveau. Sinon, pour le directeur, il faudra craindre le pire. La rentrée qui s'annonce sera très difficile pour nous enseignants. Véritablement difficile. Parce que l'instruction nous est donnée de faire les 2 premiers trimestres divisés par 2 pour avoir la moyenne annuelle. Mais le véritable niveau que l'enfant avait à cette période-là, 6 mois après, sans aucune lecture véritablement à but pédagogique, parce qu'on peut avoir les lectures de distraction et autres, mais avec des objectifs à atteindre sur le plan pédagogique, ils n'ont que des distractions. Ils ont perdu toutes les notions. Or, voyez un élève qui part de la 4e en 3e, par exemple, où il y a des éléments de base, que ce soit en mathématiques ou en physique, chimie, technologie, qui ne sont que des révisions en 3e pour démarrer l'année. Mais depuis 6 mois ou 8 mois, il n'a rien fait de tout cela. Il a presque le niveau de 6e, je vous dis la vérité. Ça veut dire qu'on risque, en octobre, là, passer le temps à faire des révisions au lieu d'avancer sur le programme de l'année. Passer les examens, ce sera le temps de vraies vacances où l'esprit sera plus libre. Beaucoup ont prévu de les passer au village pour changer un peu d'air et s'adonner aux activités beaucoup moins bling-bling avant la prochaine rentrée scolaire. C'était là notre correspondante Carole Guissot depuis Yaoundé. Entre programmes scolaires revus à la baisse à cause du coronavirus et entre les distractions de luxe, parce que même faire du roller devient une distraction de luxe quand on sait qu'au Cameroun, ils ont l'opportunité d'être dehors, mais dans des pays comme le Gabon ou encore le Sénégal, les restrictions sont peut-être un peu plus fermes et les jeunes ont du mal. Conséquence, ces jeunes sont oisifs et qui dit oisiveté peut laisser également les jeunes à la dérive. Bien sûr, bien sûr. Bon, on sait tous qu'un jeune qui est délaissé, c'est un jeune qui a l'opportunité d'aller où il veut, de faire ce qu'il veut au moment où il veut. Alors qu'un jeune qui est encadré n'a pas cette possibilité parce qu'il a devant lui des personnes qui ont un but bien précis dans son éducation. Le frère du Cameroun nous disait ceci par rapport au confinement, ça saoule, ça fatigue. Vraiment, même nous adultes, lorsque le Gabon avait adopté le confinement total, sincèrement, ça saoule, ça fatigue. Et c'est vrai qu'ils ont allégé. Bon, leur allègement, c'est seulement limité du fait du côté du restaurant et par d'autres. Mais on aimerait plus qu'ils pensent à la jeunesse, qu'ils pensent beaucoup à la jeunesse, parce que la jeunesse a besoin de se mouvoir. La jeunesse a besoin de vivre ses activités de vacances. La jeunesse a besoin de sortir du cadre de la maison pour essayer de découvrir d'autres horizons, essayer de découvrir d'autres aspects que ceux de la maison.
On aura l'intervention de Monsieur Tessa Moudjegou. Lui, il est psychologue. Il nous parlera des conséquences du manque d'activité chez les jeunes. Mais déjà, je vous remercie de la tribune que vous m'accordez une fois de plus sur vos antennes. Alors, ici, on va essayer donc d'essayer de comprendre l'impact de cette pandémie du Covid-19 sur le comportement chez les jeunes enfants. Alors, vous me posez la question de savoir que face à cette période de pandémie, comment occuper les enfants ou encore quelles sont les conséquences que cette pandémie a pu causer comme comportement auprès de ces jeunes. Alors ici, il faut déjà être conscient que cette pandémie est venue pratiquement bouleverser l'organisation quotidienne en termes de comportement chez ces jeunes enfants qui étaient habitués à une forme de séquençage de leurs activités. Le matin, par exemple, ils étaient en cours jusqu'en début d'après-midi. Voilà. Une fois rentrés à la maison, ils savaient qu'ils avaient leur activité telle que la télévision, donc les dessins animés. Et après cette phase récréative, il y avait les devoirs à faire, il y avait le dîner et il fallait aller au lit. Mais avec cette pandémie qui, si ma mémoire ne me joue pas des tours, depuis pratiquement mars, il y a pratiquement cette cessation d'activité scolaire. Alors au point où les parents sont obligés donc de pouvoir modifier le quotidien de leurs enfants. En quoi faisant par exemple? Il faut reconnaître une chose, c'est qu'en tout cas, lorsque cette pandémie a pratiquement pris son ampleur et que les parents ou moins le gouvernement avait mis en place les mesures barrières avec la fermeture des établissements scolaires, ça a été difficile pour les parents de pouvoir tenir les enfants dans une phase une phase d'attention. Voilà. Alors, au point où les enfants se sont gavés de télévision pendant un mois et demi, 2 mois, et après, il y a une forme de lassitude. Or, ce que les parents doivent faire pour mieux gérer cette phase de crise, c'est élaborer des emplois du temps bien précis. Par exemple, le matin, avant que les enfants ne s'inscrivent dans la partie ludique, commencer d'abord par après donc le petit déjeuner, leur donner des petits exercices, c'est-à-dire par exemple ce qu'ils ont eu à voir comme programme scolaire, donc revenir sur ces fondamentaux qui doivent être appris. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est comme tout membre, c'est comme tout muscle. En manque d'activité, le cerveau s'atrophie. Or, le fait de pouvoir mettre ou garder l'enfant dans ces conditions de réapprentissage fait en sorte que celui-ci n'oublie pas les acquis. Donc, avant que les enfants n'aillent jouer ou ne s'installent devant la télévision, leur donner d'abord des exercices, une forme donc de révision ou encore de rétrospective de tout ce qu'ils ont eu à avoir à l'école, à apprendre pendant donc la petite période de septembre à février 2020. Alors donc, tout cela, c'est pour éviter cette forme donc d'ennui chez l'enfant, parce que, sans vous mentir, ces derniers, lorsqu'ils n'ont plus rien à faire, je ne suis pas le seul à pouvoir écouter ce type de langage ou encore ce type de propos. Papa ou maman, je m'ennuie. Et il fallait donc l'occuper. Et si vous ne prêtez pas attention à ces petits bonhommes, ne soyez pas surpris que vous puissiez constater les dégâts plus tard. Les dégâts, c'est quoi les dégâts? Comme il s'ennuie, il faudrait qu'il s'occupe. Et supposons qu'il tombe sur une lame ou bien sur un objet tranchant, il va commencer à saccager le mobilier, par exemple. Il va commencer à écrire sur le mur. Pourquoi? Parce que celui-ci n'a pas d'activité susceptible de pouvoir canaliser son attention.
Et vous avez aussi des enfants qui développeraient, pourquoi pas, une forme d'hyperactivité. Ce n'est pas au sens pathologique du terme, non, mais tout simplement parce que cet enfant n'a plus de repères. Les repères, c'était pratiquement des actions plus ou moins normées. Donc, le fait de pouvoir réguler le comportement de l'enfant, c'est-à-dire séquencer toutes ses actions, fait en sorte que celui-ci garde une forme de logique. Même vous-même, il y a des périodes, par exemple, où vous dire, tiens, là maintenant, nous allons essayer de faire cela ensemble, c'est-à-dire les activités scolaires ensemble, les jeux ensemble, ou pourquoi pas la séance télévision ensemble. Ça renforce les liens et l'enfant, devant cette forme d'accompagnement ou encore de soutien, cette forme d'attention, développe donc un épanouissement et tout cela, c'est pour chasser l'ennui, c'est pour chasser donc la routine et pour chasser aussi, comment dire, les crises d'énervement. Parce que rendez-vous compte que cette phase de confinement peut occasionner chez l'enfant des énervements. Des enfants qui crient, voilà pourquoi, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce mode de fonctionnement. Alors, chez les jeunes adolescents, c'est vrai que, comme vous le disiez tantôt, le comportement ou encore les conséquences peuvent différer d'une tranche d'âge à une autre. Pour les adolescents, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes donc de besoins, les besoins sont plus ou moins immenses. Et devant cette phase donc de restriction, le comportement doit être modifié ou est modifié. Quels peuvent être, comment dirais-je, les facteurs ou encore les façons ostentatoires, quelles peuvent être les conséquences de cela? Vous avez par exemple cette forme de repliement sur soi. Vous avez ces jeunes adolescents qui passeront leur temps sur leur téléphone par exemple. Donc le contact social ou encore le lien social est complètement obstrué. Celui-ci va se retrancher dans sa chambre tout simplement parce que il souhaiterait tout simplement parler avec ses amis. Donc, il va plus développer soit des échanges SMS ou WhatsApp ou encore TikTok ou Snapchat. Donc, ce sont pratiquement là les sites des jeunes adolescents pour essayer d'échanger ou encore essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Conséquence du manque d'activité chez les jeunes, vous en tant que danseur, en tant que breaker. Ouais. Je disais... Quand on sait que la danse participe à l'émancipation des jeunes. Tout à fait. Comment dire? Déjà, je veux me retourner vers la vidéo qu'on vient de regarder. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est un centre de loisirs. C'est vrai que c'est pas approprié pour faire du patinage normalement, en toute sécurité, mais ça ressemble à un centre de loisirs. On retrouve des patineurs, des footballeurs, des cyclistes. Ouais, cyclisme, ouais. Vous voyez tout ça dans un même coin, chose qu'on ne retrouve pas ici au Gabon. Vous voyez, c'est ce qui manque vraiment ici à la jeunesse. Des centres de loisirs, il n'y en a pas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu tombes, tu te connectes sur Facebook, tu entends faits divers. Un jeune a fait, un jeune a fait ceci. Et c'est toujours les jeunes. Un jeune a braqué. On se rappelle de la vidéo qui a tourné sur Facebook et tout, des jeunes qui ont braqué en pleine journée comme ça, voilà, au niveau de la démocratie. Voilà. Voilà des choses qui manquent. Moi, ça m'a beaucoup ému. On est là, on est au Cameroun. On n'est pas en France, on n'est pas machin, c'est au Cameroun. Il y a un petit centre de loisirs. Ici, il n'y en a pas. C'est pareil que pour nous, les artistes. On n'a pas de salle de spectacle. Il n'y en a pas. Au Gabon, vous allez me dire, la salle de spectacle, c'est où? L'Institut français, l'Institut, pas pour nous. Ce n'est pas nous. Et déjà, pour avoir l'Institut français, pour faire un spectacle, tu dois payer 2,5 millions. Mais moi, artiste, moi, je me prends même moi-même. Je ne sais pas si je veux avec quelqu'un, je veux gagner 2,5 millions pour faire un spectacle, comment? Je trouve ça où? Ou même s'il faut que je m'organise, ça me prend combien de temps? Donc vraiment, c'est quelque chose vraiment qui tue beaucoup la jeunesse au niveau du Gabon. Ça, il faut le dire. Il y a un manque de centres de loisirs. Voilà. Madame Karima Grande, vous êtes d'accord du côté du Sénégal, c'est la même chose ou là-bas, les choses sont encore mieux structurées? Je pense que de quelque sorte, on est mieux structuré, il y a les centres, mais je pense que ce que justement j'entends de mes frères, c'est que cette absence de structuration, parce qu'on ne priorise pas ça. Je pense que quand on entend le psychologue qui va parler,
de quelque sorte, on pense que ça, ce sont des extras. Par exemple, même le monsieur, il a parlé de tout ce que les enfants sont en train de perdre en termes de fuite, de leçons et tout ça. Mais nous n'avons pas encore une bonne compréhension de comment les enfants apprennent, de comment les jeunes apprennent et tous les apprentissages qui se passent dans les loisirs. La résolution de problèmes, le fait que les enfants peuvent prendre des initiatives, créer des projets, tout ça, il y a des répercussions sur ça qui ne sont pas forcément académiques, mais qui vont les aider à construire leur projet de vie ou quand ils deviennent un adulte. Mais l'absence de centres de loisirs, l'absence des espaces ou de programmes structurés, ça veut dire que pour nous, ce n'est pas important. Un État montre leurs priorités par où ils font leurs investissements. C'est pas encore... on parle beaucoup, et c'est pas seulement au Gabon, mais partout dans le continent, on parle beaucoup de les investissements sur les jeunes sont l'avenir, il y a tous ces projets. Mais encore, nous n'avons pas encore... pendant une période de Covid, c'est là où on voit est-ce que c'était vraiment juste des paroles en l'air ou la réalité. Parce que c'est tellement important que nous réagissons vite fait. Ces jeunes, ils ont pris une initiative de faire un espace. Je suis très contente que c'est dehors, parce qu'on comprend que c'est mieux que ça soit dehors qu'ils sont à l'intérieur. Ouais. Mais par exemple, je ne sais pas, peut-être c'est pas pareil, mais ici au Sénégal, ça se restreint. On n'a pas le droit de faire des activités de manifestation dehors. On n'a pas. Maintenant encore, c'est comment encore on va répondre à ces besoins qui est à la fois cognitifs, qui est adresse tous les aspects psychomoteurs, parce que une autre chose que nous n'avons pas touché, mais ce sont les enfants qui sont des handicaps. Qu'est-ce que eux ils font? Ouais. Ils ne peuvent même pas sortir. Sortir, peut-être, c'était leur seule façon d'interagir avec un différent monde. Si on pense de la part de tous les jeunes, tous les enfants, et on pense dans une manière inclusive, il faut voir que la fait de priver les enfants d'une vacance, ce n'est pas juste, on parle des enfants aisés, mais on parle de tous les enfants et leur développement. Quel genre d'adultes ils vont devenir demain. Maintenant, est-ce qu'on peut parler en même temps, vous l'avez si bien dit, même ceux qui ont des handicaps, on n'a pas pensé à eux. Maintenant, est-ce que là, ce n'est pas aux collectivités locales, donc aux mairies, de prendre le relais, aux chaînes de télévision, de prendre de relais pour pouvoir donner des espaces attractifs pour ces jeunes-là? Et puis, on a un exemple, la radio-télévision ivoirienne qui est spécialisée dans ce genre d'activité. Pendant la période des vacances, elle maximise beaucoup sur les attractions à faire, à donner à ces jeunes-là pendant la période des vacances. Et puis nous aurons peut-être au bout du fil M. Andjou Joseph qui nous parlera de comment la radio-télévision ivoirienne essaie de pallier à ce genre de déficit. Alors, la RTI a mis en place une autre manière de voir nos émissions de vacances. Je suis par rapport à la maladie, par rapport à la Covid-19. Compte tenu du fait qu'on ne peut pas se déplacer sur des lieux pour suivre nos émissions de vacances, parce que nos émissions de vacances sont en général en public, avec beaucoup de monde. On a comme l'émission comme aux vacances, qui sera tournée pas en public. Ça sera donc des petits plateaux au sein même de la RTI et on va faire une sorte de best-of pour revenir sur les meilleurs moments de ces émissions, des 5 finales aux vacances, avec un petit plateau qui va accueillir 2 ou 3 invités pour revenir sur les temps forts aux vacances qui sera donc diffusé. Voilà. Et les émissions comme Clash, c'est une grosse émission de vacances qui rassemble des milliers de personnes. Mais c'est pareil, on fait des petits plateaux pour parler de ces émissions-là, les meilleurs moments de ces émissions. Donc cette année,
les émissions de vacances sont donc placées sous le signe de la maladie, comment protéger soi et protéger les autres. Et il n'en est pas question de faire des émissions publiques cette année. On revient sur une sorte de best-of, une sorte de meilleur moment de ces émissions-là, avec quelques plateaux, avec l'animateur et puis 2 ou 3 invités pour revenir sur les temps forts de ces émissions. Et comme les vacances sont en Côte d'Ivoire, c'est du 14 août au 15 septembre. Du coup, nous avons un mois d'émissions de vacances, un mois d'émissions avec des best-of, tout simplement. Non, ce qu'on peut ajouter, c'est que la maladie elle est présente en Côte d'Ivoire et la RTI joue vraiment son rôle de télévision de service public pour éduquer, informer, divertir dans la protection de soi et des autres. Voilà. C'est ce que je peux ajouter à cette interview. Oui, si je peux juste répondre, je pense que c'est ça qu'on cherche. Et spécifiquement, nous, à Cœur Imagination, c'est pour ça que depuis des années, nous avons lancé une campagne qu'on repense un peu à la petite enfance, parce qu'il y a un aspect que tout le monde peut jouer. Actuellement, une des choses que nous avons fait, parce que vous parlez de créativité, c'est dès qu'on a fermé les portes, c'est de travailler sur une émission qui est destinée aux tout petits pour renforcer les compétences de la lecture, l'acquisition de la lecture, les mathématiques précoces, tout ça. Je pense qu'il y a plein d'opportunités qui existent sur des partenariats intéressants. Maintenant, c'est que comment on peut revoir ces systèmes, comment on peut trouver les jeunes, par exemple, les jeunes qui sont là, comme mon frère qui est ici, pour les employer de nous aider à créer du contenu éducatif pour nos enfants, pour mettre sur les médias. Vous voyez, comment on peut voir que si ce sont des espaces d'or qu'on ne peut pas mettre, et je vois ici au Sénégal, il y a beaucoup de collectivités locales qui sont en train de voir, mais il faut dire que de quelque sorte, ils sont aussi perdus. Parce qu'encore, le premier point que nous avons cité, c'est quelle communication? Qu'est-ce qui est sûr, qu'est-ce qui n'est pas sûr? Qu'est-ce que les adultes peuvent faire s'ils sont avec les enfants? Déjà ici au Sénégal, on a des enfants qui ont attrapé le virus. Dès que la communication est là, les différents acteurs peuvent se mettre. Je pense que le Covid nous offre une opportunité énorme en Afrique de restructurer, de revoir nos partenariats. Pour la production de notre émission, nous sommes complètement fait avec le secteur culturel parce que nous avons compris qu'eux, ils ne travaillent pas. Si on travaille ensemble, on peut créer quelque chose qui peut servir les besoins éducatifs de pays. Est-ce que les médias peuvent aller vers ces acteurs qui n'ont pas de travail pour dire comment on peut créer un programme ensemble, comment on peut créer un programme qui peut faire des tournages dans des différents quartiers, mais qui vont travailler avec un nombre d'enfants restreint. Comment on peut utiliser les radios? Quel message qu'on peut passer aux parents? Je pense que la créativité est là et je pense que ce que le Covid a montré, c'est que comme des Africains, nous sommes résilients à 100%, right? Mais maintenant, c'est pour utiliser cette résilience pour refaire nos économies, refaire nos jeunes et actuellement refaire nos sociétés. D'accord, Madame Karima Grande, merci pour votre intervention. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Votre mot de fin, Monsieur Ndjika Mkounou Calvin. Ok, merci. Comme mot de fin, je pourrais dire que nous, les scouts, nous avons un programme que nous devons mettre en application terminée. Nous avons comme perspective organiser un camp premier degré dans le cadre de la province de l'Estuaire et dans le cadre de la nationale, nous avons un camp national à Njolé qui doit normalement se faire en ce mois d'août, si ce mois-ci. Le confinement est élevé. Et hormis ça, nous avons aussi un camp de clôture de l'année pour essayer d'évaluer ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait et pour tirer une conclusion dans tout ceci. Et puis juste ici pour essayer aussi de rappeler au gouvernement que la jeunesse existe. La jeunesse est là. La jeunesse a besoin de se mouvoir en période de vacances. D'accord, B-Boy Dutch, mot de fin.
Comme mot de fin, je dirais, je veux m'adresser au gouvernement qui sont un peu trop durs avec nous. Déjà, ils sont trop durs. Le Gabon ne valorise pas ses artistes. Ça, c'est la vérité. Le Gabon, le gouvernement ne valorise pas les artistes. Peu importe ce que tu peux faire, on a gagné des titres, comme je peux dire par exemple 3e place à la francophonie. En rentrant, rien. On a les Dandy Crew qui sont sortis, qui sont allés en finale de l'Afrique, un incroyable talent. Ils étaient ici, ils sont maintenant en France, rien du tout. On est allé représenter le Gabon au Cameroun, au Battle Festival, etc. On gagne les premières, les 2e places, les 3e places. Quand on rentre, rien du tout. Donc mon mot de fin ici, c'était pour dire qu'on doit plus nous prendre au sérieux. Nous sommes jeunes, c'est la jeunesse, tout ça c'est la jeunesse. Et comme on dit, la jeunesse elle est sacrée. Donc si on ne la préserve pas, elle va se gaspiller, elle va s'user. Voilà. Madame Karima Grant, mot de fin, on rappelle, vous êtes CEO de la structure Cœur Imagination depuis Dakar au Sénégal. Votre mot de fin? Oui, on s'appelle Cœur Imagination parce qu'on pense fortement que l'imagination, c'est une des compétences nécessaires pour ce siècle et que nous sommes remplis d'imagination. J'exige à tout le monde de vraiment revoir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a complètement été cassé, nos systèmes éducatifs, et comment on peut repenser, utiliser ce temps, cette période de pandémie, de vraiment repenser et revoir comment on peut reconstruire des différents systèmes, aller vers de différents partenaires, faire des investissements différents, qu'on peut imaginer une période de pandémie beaucoup plus long terme. D'accord, c'est sur cette note que se referme ce nouveau numéro de votre émission sociétale. Je vous dis merci. Merci à vous, Madame Karima Grant. Je le rappelle, vous êtes CEO de la structure Cœur Imagination. Vous nous avez accompagnés au cours de cette émission depuis Dakar au Sénégal. Et puis, j'avais avec moi Monsieur Ndjikami Kounou-Calvin, commissaire provincial adjoint chargé du patrimoine de l'association Scout catholique du Gabon de la province de l'Estuaire. Et puis, Monsieur Biboy Datch, vous êtes leader de la communauté breakdance du Gabon. Nous avons parlé des vacances sous cette période de coronavirus, comment cela s'organise entre les espaces qui sont fermés, ceux qui ont décidé de rouvrir et à côté des jeunes qui se familiarisent avec la routine. Mais l'Afrique reste résiliente et puis les gouvernants devront sinon taper du poing sur la table afin que la culture, sinon les associations culturelles soient mieux structurées sur notre continent africain. C'est tout pour ce numéro de Sociétal. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au revoir.